Go. Bon, bah, déjà, bah, merci d'être venu pour cette présentation d'OpenShift au KD4 sur plateforme AWS. Voilà, donc bah, je me présente, donc Hubert Fongarnant, donc je suis consultant en Cloud DevOps, Solution Architect chez Ipon Technologies depuis maintenant 3 ans. Je suis passionné d'open source. Alors, je viens plutôt du monde du dev au départ. Je suis arrivé sur le DevOps, on va dire, sur une continuité. Et voilà, j'ai plutôt une expérience de dev, Ops. Euh, voilà, donc moi je fais de l'OpenShift depuis assez longtemps. J'avais commencé avant que je sois chez Ypon. Et voilà, donc, et voilà. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc ce matin, quel va être un peu le programme? Je vais vous faire vraiment une présentation de ce que c'est OpenShift, qu'est-ce que c'est OKD euh, par rapport à la version OpenShift Container Platform de Red Hat. On verra un petit peu ce qu'il y a sous le capot, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme as a service. Voilà. Ensuite, ben, on va procéder à son installation. Donc, il y a certaines choses que je vais faire que je vous montrerai pas en live, ça sera des vidéos, parce que ça prend un petit peu de temps et que voilà, il faut tenir tout ça en une heure. Je vois un que ça fonctionne pas. Bon, bah, j'espère que ça sera bon quand même. D'accord. Donc voilà, donc on va donc procéder à l'installation. Nous allons ensuite configurer l'authentification sur cette plateforme. On va regarder un petit peu comment marchent les différents outils qui nous permettent d'avoir de l'observabilité, du monitoring, de l'alerting. Et ensuite, bah, use case classique, on va dire DevOps, donc déploiement d'applications, utilisation de Helm, et puis une application un peu plus Ops, donc comment scaler nos applications, comment auto-scaler nos applications et notre cluster. Est-ce que, Michael, c'est tout bon? Les gens m'entendent? Alors oui, il y a c'est tout bon, les gens t'entendent, la keynote vient de prendre fin, donc voilà, il y a des gens qui arrivent avec un petit peu de retard, mais voilà, c'est bon. Ok, impeccable. Bon, et ben, je continue. Et si vous n'entendez pas, faites-nous aussi, vous pouvez lever la main ou venir sur l'estrade pour nous dire qu'il y a un problème et on verra ça. Ouais, ok, n'hésitez pas. Ça serait quand même pas mal que les gens m'entendent et me voient. Voilà, donc OKD, bah, qu'est-ce que c'est? Donc OpenShift, vous en avez entendu parler, OpenShift, donc c'est une distribution Kubernetes euh, éditée par Red Hat. Et donc, quand je vais parler d'OKD, donc c'est la version communautaire, libre et gratuite. Donc, vous savez tous que bah, vous avez un équivalent, on va dire, gratuit de Red Hat qui s'appelle CentOS ou Fedora. Et ben c'est pareil, c'est exactement la même chose. OKD, donc c'est la version complètement communautaire d'OpenShift. Donc voilà, libre droit et gratuite d'utilisation. Vous payez que les ressources que vous déployez sur le cloud. Alors, par rapport à des gens qui font beaucoup de Kubernetes, donc pourquoi pourquoi choisir OKD ou OpenShift par rapport à du Kubernetes, on va dire, tout nu? Alors, j'ai l'habitude de dire que bah, Kubernetes, c'est un projet, ça marche très très bien, mais on a quelque chose de complet, il va très souvent falloir utiliser beaucoup de choses, tout un écosystème autour, on va dire, pour que ça fonctionne bien. L'idée d'OpenShift, c'est de rassembler un peu tout ça et d'avoir un produit un peu clé en main, on va dire un batterie publique. Il va inclure aussi, quand vous
vous avez OpenShift, vous avez aussi toute la partie infra as code qui est livrée avec. Vous n'avez pas tellement, voilà, vous pouvez customiser certaines choses, mais vous avez déjà la partie infrastructure qui va être sécurisée et validée par Red Hat. OpenShift, c'est aussi une solution PaaS, donc plateforme as a service, qui, on va voir ce que c'est derrière, qui permet de prendre en charge la construction des images. Il y a surtout aussi donc des interfaces utilisateurs un peu plus DevOps, on va dire. C'est vrai que Kubernetes, si vous avez vu juste le dashboard, c'est un peu brut de fonderie. Là, OpenShift, vous allez avoir une interface développeur, enfin, face plus pour les ops. On a une sécurité renforcée. Par défaut, on va avoir plusieurs choses qui sont activées. Par défaut, vous pouvez pas lancer un conteneur en route, par exemple. Vous avez etcd qui est chiffré. Vous avez de la ségrégation réseau par namespace. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà là. Il y a une gestion des utilisateurs qui est vraiment sympathique. Vous pouvez connecter ça à votre AD sans problème. Vous avez une gestion des groupes un peu plus facile à gérer les utilisateurs dans OpenShift que dans Kubernetes. Vous avez aussi une solution de monitoring, on la verra, qui est embarquée. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez un vrai Kubernetes. Donc, tous les outils que vous pouvez utiliser sur Kubernetes sont valables avec OpenShift et fonctionnent très bien. Voilà, donc la différence entre OKD et OCP. Donc, OCP, c'est OpenShift Container Platform. Du coup, c'est la version payante de Red Hat. Donc, voilà, on a un coût, une souscription annuelle. Vous avez du support sur OCP côté OKD, vous avez la communauté. Et il y a une différence au niveau des OS qui font tourner ces versions. Donc d'un côté, c'est Fedora CoreOS qui va être l'operating system sur les nœuds et les masters. Et côté OpenShift, ça va être du Red Hat CoreOS. Vous pouvez utiliser Red Hat Enterprise Linux sur les workers. Donc, sous le capot d'OpenShift, enfin d'OKD, qu'est-ce que vous avez? Donc, au plus bas niveau, on va retrouver donc l'OS, c'est Fedora CoreOS. Donc c'est un OS qui est vraiment taillé pour le cloud, qui s'auto-installe, qui s'auto-update de manière entièrement automatisée. Voilà, ça correspond bien au type de workload qu'on veut faire avec OpenShift. Alors, dans OpenShift, il n'y a pas Docker. Dans OKD, c'est plus Docker, le moteur de conteneur. On va utiliser CRI-O, donc qui est une solution complètement libre qui ne dépend pas de la société Docker et qui est bien sûr compatible avec le standard des images Docker. Par-dessus tout ça, vous avez Kubernetes, bien sûr, et par-dessus Kubernetes, vous avez la couche OpenShift qui va rajouter ses propres opérateurs, ses propres custom ressources. Voilà. Alors, on parle beaucoup de AAS. Donc, où se situe OpenShift, on va dire, là-dedans? Donc, il faut vraiment savoir que Kubernetes, c'est ce qu'on appelle du container as a service. Donc, Kubernetes, ce qui prend en entrée, c'est les conteneurs. Hein, c'est à vous de les construire, c'est à vous de les stocker sur une registry. Et voilà, Kubernetes, il est là pour tout simplement les orchestrer. Voilà, il ne s'occupe pas de savoir comment vous les avez construits. Alors, bien sûr, OpenShift, comme il intègre Kubernetes, vous pouvez très bien vous en servir comme d'un conteneur as a service. Ça marche très bien. Vous pouvez très bien ne pas utiliser la partie plateforme as a service. Donc, une plateforme as a service, ça va monter un petit peu dans l'abstraction. Donc, finalement, ce qu'on va amener comme input à la plateforme, c'est pas des conteneurs, c'est une application, du code source, directement. La plateforme va savoir quoi en faire. Le rôle d'une plateforme as a service, c'est de déployer une application. En tout cas, la partie finalement conteneurisation est un peu plus planquée. Voilà. Et vous amenez une application PHP, une application Java, mais il sait quoi en faire, il sait comment la packager, comment construire le conteneur derrière et comment le déployer. Voilà. Puis après, on va bien sûr
de plus en plus loin, après, jusqu'à la fonction as a service, où là, on est sur du serverless. Voilà. Donc, alors on voit qu'effectivement sur Kubernetes, vous avez la flexibilité, vous pouvez construire vos conteneurs comme vous voulez. Vous pouvez aussi le faire sur OpenShift. Et en tout cas, une plateforme as a service apporte un peu de standardisation sur la manière dont on va déployer les applis et permet surtout aux développeurs de se concentrer sur le code et enfin voilà, c'est pas tellement aux développeurs, leur métier c'est pas d'écrire des Dockerfiles, hein, c'est de faire du beau code, une belle infrastructure exa pour voilà, c'est vraiment ça leur taf. Finalement, la manière dont on construit les développeurs, enfin les conteneurs, c'est plus une problématique, on va dire, qui doit être, en plus de ça, standardisée suivant les différents projets, doit être très surveillée, bah, notamment en termes de sécurité. Alors, OpenShift, il y a eu plusieurs versions. Vous avez eu la version 2 qui était, j'en parle même pas parce que du coup, elle se basait même pas sur Kubernetes ni sur Docker. C'était vraiment un pass propriétaire qui utilisait ses propres systèmes. À partir de la version 3, ils sont passés sur Kubernetes. Et puis, il y a eu une énorme phase on va dire de refacto, de recodage de Shift pour arriver à la version 4. Voilà. Ça a été aussi le rachat de CoreOS par Red Hat. Du coup, ils ont intégré complètement CoreOS à OpenShift. Et dans OKV4, la grande nouveauté, c'est surtout le déploiement de l'infrastructure cloud et le provisioning automatique des nœuds. Et sachant, et avec une installation qui est entièrement basée sur des opérateurs. Voilà, donc en fait, on va installer au début un tout petit cluster cube, et puis les opérateurs vont venir tout déployer. Tout fonctionne avec des opérateurs. Et surtout, la grande nouveauté, c'est d'être capable de suivre les versions mineures, de faire des mises à jour à chaud directement depuis l'interface. On va voir un peu tout ça. Alors, donc là, on va passer un petit peu plus sur la partie OKD et AWS. Donc, quand vous déployez une infrastructure, on va dire par défaut, vous ne passez pas spécialement de paramètres à l'installeur, voilà ce qu'il va vous construire. Donc, tout simplement, il va venir donc s'installer sur une région et va venir déployer des choses dans les différentes availability zones. Donc, il vous crée une zone publique dans laquelle vous allez avoir un ELB qui va permettre d'accéder aux API et aux applications exposées. Et puis, dans les différentes zones privées, vous allez avoir des nodes qui sont master et des nodes d'infrastructure. Donc, il vous décolle normalement quelque chose qui est hautement disponible et complètement intégré on va dire, aux bonnes pratiques AWS. Donc, il est possible de s'intégrer dans un VPC déjà existant. Donc, imaginons que vous avez un VPN, quelque chose, vous pouvez le faire. Mais ça reste voilà, l'installeur va faire son découpage comme il faut, créer tous les security groups, voilà, suivant les bonnes pratiques AWS. Voilà, donc on va basculer à l'installation. Donc l'installation, comment ça fonctionne? Donc c'est un installeur qui est écrit en Go, qui va venir d'abord dérouler un Terraform pour créer l'infrastructure, hein, un SCOD. Elle va provisionner ce qu'on appelle un node de Bootstrap, qui va être là juste pour l'install. En gros, c'est une sorte de bastion dans lequel en fait en tout cas la machine qui fait l'installation va se connecter sur ce node-là et ça va venir provisionner, on va dire d'abord les control plane qui sont les masters, et ensuite les masters vont venir provisionner les différents nodes. Alors pour pouvoir faire ça, il vous faut quoi? Bon bien évidemment il vous faut un compte AWS avec temporairement alors, des droits d'admin. Alors il est possible de le faire sans droit d'admin. Vous avez toute une liste de droits à donner, pas forcément évident. Moi, je préfère donner les droits d'admin juste le temps de faire l'installation. Il vous faut une zone
Route 53 public, bien sûr, si vous voulez installer votre cluster en mode public, il y a moyen de l'installer en mode privé. Dans ce cas-là, il ne déploie rien sur les zones publiques. Voilà. Et puis, effectivement, il faut que vous puissiez accéder à SSH voilà, sur le Bootstrap host. Et effectivement, il vous faut au moins 3 Elastic IP disponibles dans votre compte. Voilà. Donc, on va tenter de faire l'install. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce lien YouTube. Hop. Alors, partager une vidéo YouTube. Voilà, bonjour à tous. Donc, on va ensemble installer OKD4 sur AWS. Donc on va commencer par aller tout simplement sur la page où on va retrouver les releases d'OKD. Donc on va commencer par télécharger le client OpenShift, qui sera très utile pour tout ce que vous aurez à interagir avec votre cluster. Donc là, je viens récupérer le client pour mon OS. Donc ici, c'est Linux. Donc, hop, je le télécharge, je récupère le lien, et puis on va passer en mode terminal. Donc je récupère le client. Bien sûr, hein, tout ce qu'on fait, c'est tout à fait automatisable dans une CI, et notamment sur GitLab CI. Donc là, j'ai récupéré l'archive du client. Je vais venir la détarrer. Voilà. Et donc là, j'ai récupéré deux choses. Donc kubectl, gérer le cluster cube, et puis OC, qui est en fait une surcharge à kubectl pour gérer tout ce qui est spécifique à OpenShift. Donc là, on va venir télécharger l'installeur. Donc il y a une commande pour ça. Voilà, donc je viens utiliser OCADM release extract et je vais venir installer la release que j'ai testée, donc la 4.8.0 2021 10.05. Donc ça vient directement télécharger l'installeur. Il doit faire une centaine de mégas. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une archive qui s'appelle OpenShift install Linux avec la version. Donc je vais venir aussi l'ouvrir. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec un exécutable qui s'appelle OpenShift install. Donc c'est à partir de là qu'on va venir faire les différentes étapes de l'installation. Donc la première étape, ça va être de créer un fichier de configuration. On va venir pouvoir customiser pour on va dire, nos différents besoins. Donc je vais appeler l'installeur et je vais lui dire de générer mon fichier d'installation. Donc d'abord, il me demande quelle clé SSH publique il va pouvoir utiliser pour la partie bootstrapping. Donc là, je vais choisir ma clé SSH. La plateforme cloud sur laquelle vous voulez installer. Donc là, on voit tout ce qui est supporté par défaut. Donc AWS, Azure, GCP, OpenStack, ou vSphere, ou OpenVirt. Donc là, je vais choisir AWS. Et la région. Donc on va partir sur l'Irlande. Donc là, il vient lister les différents domaines Route 53 disponibles sur laquelle on va pouvoir installer notre cluster. Voilà. Et donc ensuite, le nom du cluster. Donc on va l'appeler OKD Cloudest. Ensuite, il nous demande ce qu'il appelle un pool secret. Donc ce pool secret, c'est un petit peu un héritage d'OpenShift.
Alors heureusement, donc nous, comme on est sur la version open source, Red Hat nous fournit un fake. Voilà. On n'est pas obligé d'en avoir un. On va mettre celui-là. Donc ça, vous trouverez ça dans la documentation. Voilà. Donc maintenant, le fichier d'install est créé, on va pouvoir le modifier. Donc on va aller dans le répertoire d'install et je vais venir customiser le fichier d'install. Donc au tout début, on voit qu'il va nous installer ce qu'on appelle des workers, qui sont là pour faire tourner nos pods applicatifs. Alors moi, comme j'ai pas trop envie de faire une grosse infrastructure là pour la démo, j'ai envie de quelque chose qui va pas me coûter trop cher, je vais pas mettre de workers, je vais juste mettre des masters. Donc ça, il en faut 3 au minimum. Et vous verrez, il y aura moyen, en tout cas, de faire tourner des pods applicatifs sur les masters. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire en production, mais pour un cluster de test, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, j'ai modifié mon installation. Donc dans la documentation, il y a plein de choses que vous allez pouvoir customiser, notamment si vous voulez vous intégrer un VPC qui existe déjà. Il y a déjà plein d'options que vous pouvez customiser pour ça. Ensuite, on va lancer l'installation en tant que telle, qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper à la fois de la partie infrastructure que du provisioning des nodes. Et voilà. Donc on va lancer tout ça. Donc la commande c'est OpenShift install create cluster. C'est parti. Donc là il nous dit attention, je vais rendre vos control planes, c'est-à-dire vos masters schedulable, ce qui est normal parce qu'en fait on n'a pas de worker. Du coup voilà, il est intelligent et il a vu qu'on n'avait pas installé de worker, donc il rend nos masters schedulables. Donc ça peut être changé après hein, si on décide de rajouter des workers à posteriori. Donc là, Creating Infrastructure Resource, tout simplement, il est en train de dérouler le Terraform pour pouvoir créer tout ce qui est VPC, Subnet, NAT Gateway, enfin tout ce qu'on a vu sur la slide d'infrastructure. Donc là, je vais couper mon micro, et puis voilà, on va laisser faire ça, puis je reprendrai la main quand ça sera fini. Voilà, donc là, je reprends la main. Donc on a vu qu'il a fini de créer toutes les ressources d'infrastructure. Et tout simplement, il a essayé de faire une requête à l'API directement. Et donc là, il y est arrivé et il a récupéré le numéro de version de l'API Kubernetes. Donc, on est sur du 1.21. Donc là, tout simplement, il va se connecter en SSH à une instance qui s'appelle l'instance de Bootstrap pour pouvoir faire des configurations sur le cluster directement. Voilà. Donc là, on va attendre que ça se finisse et puis voilà. Voilà donc. Donc là, on voit qu'il a fini, on va dire son process de bootstrapping. Donc il va supprimer les ressources de Bootstrap, donc le C2 qui a servi pour le Bootstrap, qui est supprimé. Voilà, donc il a fini de supprimer son instance de Bootstrap. Et donc là, tout simplement, l'installation d'OpenShift va lancer tous les opérateurs qui vont installer le système de log, la console, enfin, tous les différents opérateurs qui existent au sein d'OKD4 et qui vont voilà, installer la registrie. Il y a plein de choses à installer. Je vous en montrerai un petit peu tous ces opérateurs.
tout à l'heure. Voilà, donc là tout simplement il vient monitorer l'état des opérateurs, puis dès qu'ils seront tous OK, ça sera terminé. Donc voilà, donc là c'est censé être terminé. Voilà, donc on va pouvoir s'y connecter. Donc là il nous donne l'URL de la console avec un mot de passe temporaire. L'idée ensuite c'est d'utiliser un autre mécanisme d'authentification. Donc on va rebasculer sur le browser et on va ouvrir la console. Donc là c'est normal, j'ai une erreur de certificat puisque les certificats sont auto-signés. Je me connecte à la console en utilisant le login mot de passe que m'a renvoyé l'installeur. Là, normalement, tout va bien. Donc il vous redit bien, vous êtes connecté avec un administrateur temporaire et effectivement, il va falloir configurer le cluster root pour modifier tout ça. Donc là, normalement, tout va bien. Et on peut aussi aller jeter un œil sur les nœuds. Voilà, donc on a 3 nœuds qui sont de type à la fois master worker et normalement, donc il y a tous les opérateurs en fait, l'authentification, Cloud Credential, la console, la DNS, le TCD. Donc ça c'est tout ce que tous les opérateurs qui ont procédé tout à l'heure à l'installation de tout le cluster. Voilà. Donc vous avez vu, il faut à peu près une quarantaine de minutes pour installer le cluster. Et donc là, l'opération est terminée. Merci de m'avoir suivi.
Alors, mon micro était coupé, donc en fait vous n'avez pas entendu ce que j'avais raconté. Mais bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Donc j'ai juste créé une application dans GitLab. J'ai créé une application dans GitLab et je suis venu configurer le provider dans OpenShift. Voilà. On va passer à la suite. Donc je vous ai parlé de monitoring, parce que bon, avoir une stack, c'est bien, mais si vous n'avez pas d'observabilité côté DevOps, je vais pas dire c'est nul, mais ça sert pas à grand chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans OpenShift, il existe directement une stack basée sur Prometheus, Grafana et Alert Manager, qui est tout intégré, qui est, on va dire, géré par un opérateur. Et donc là, je vais tout simplement vous faire une petite démo pour tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une alerte en cas d'un pod qui va venir se mettre en crash loopback, donc, tout simplement un pod qui n'arrive pas à se lancer. Moi, ce que je veux, c'est avoir des alertes sur ce type de comportement. Et là, on va choisir Slack comme outil de notification. Donc voilà. Donc là, je vous partage ma nouvelle vidéo. Voilà, donc rebonjour. Maintenant, on va voir comment on configure la stack de monitoring d'OpenShift pour loguer sur Slack. Donc, tout d'abord, il faut aller rentrer les paramètres du webhook de Slack dans OpenShift. Donc, cluster setting, configuration globale, alert manager. Voilà, et on va venir créer un nouveau receiver. Donc, le receiver, on va l'appeler Slack, du type Slack. On vient prendre l'URL du hook, on va paramétrer. Le channel, c'est avec OKD4 alerts, c'est moi qui l'ai créé tout à l'heure. Et là, je vais envoyer dans ce channel toutes les alertes qui seront de sévérité, soit critique, soit warning. Donc simplement, je viens filtrer sur le label sévérité, donc critique et warning. Et je dis que c'est une regex pour dire que c'est un. Voilà, donc on crée. Et a priori, ici, il est créé. Donc maintenant, tout simplement, on va aller dans notre projet et on va venir créer une règle qui va mettre une alerte sur le projet lorsque un pod sera en crash loop. Donc en gros, il n'arrête pas d'essayer de se démarrer et n'arrive pas à se lancer. Donc on va passer en mode développeur et on va venir créer en fait un pod qui d'abord je vais créer d'abord mon alerte. Donc on va la créer depuis un YAML. Voilà, c'est une alerte de type crash loop alerte. Donc tout simplement, elle vient regarder la métrique pod container status restart total. Donc c'est combien de fois le conteneur s'est redémarré sur 5 minutes. Et tout simplement, elle vient placer une alerte de type critique. Voilà. Donc on crée cette règle. Donc automatiquement, là, il y a un opérateur qui est venu configurer correctement Alert Manager en rajoutant dynamiquement cette alerte. On va pouvoir créer maintenant notre pod qui redémarre sans arrêt. Donc ça, pour ça, c'est assez simple. Hein. On va venir tout simplement prendre le conteneur Nginx, un très bon conteneur, mais qui tourne en route. Et sous OpenShift,
démarrer des choses en route. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Donc, normalement, le compteur va se lancer, mais va instantanément planter. Donc là, on va le créer. Puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, le conteneur se lance. Et plante instantanément. Les logs, tout simplement, permission denied. Voilà. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Maintenant, on va aller dans monitoring. Et dans monitoring, j'ai un onglet alerte. Donc, je vois ici mon alerte elle est créée, pas de crash loop. Donc il va falloir attendre un petit peu pour que les métriques puissent être collectées. Et on va voir que elle va venir, en tout cas cette alerte va venir se mettre. Voilà, là déjà elle est pending. Donc là il faut attendre 1 minute pour qu'elle se mette effectivement, elle se trigger. On va attendre un petit peu. Puis on ira voir dans Slack, on va voir ce qui s'y passe. Voilà, donc là je vois qu'elle est firing, et je vais aller voir dans Slack tout simplement. Voilà, donc là qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, mon alerte a été fire, donc j'ai un pod crash loop Nginx. Voilà. Donc là, voilà, donc rebonjour. Maintenant on va voir comment on configure la stack de monitoring d'OpenShift. Pardon Hubert, excuse-moi, on n'a pas de son encore. Pardon Hubert. Ah, flûte. Ok. Bon bah je recommence. De toute manière, je me suis planté dans les commandes. Ok. Donc ce que je voulais tout simplement, c'est de faire la démonstration de Helm pour vous montrer comment est-ce qu'on installe par exemple un WordPress. Donc là, je vais aller supprimer la release. Voilà, donc je le refais. Je vais prendre la bonne ligne de commande. Donc là, je pense que vous m'entendez. Et voilà, on va tout simplement installer Press sur le cluster.
Voilà, donc là c'est tout bon. Il y a un truc qui est vraiment sympa dans OpenShift, c'est qu'on peut voir toutes les releases. Enfin, vous avez une interface à Helm directement dans la console OpenShift. Donc si je clique dessus, bah voilà, je vois My Release. Je vois toutes les ressources qui ont été créées pour, pour le projet. Voilà. Je vois qu'il y a des volumes persistants. Je vois des services, je vois des déploiements de config. Voilà, donc on va regarder un petit peu aussi ce qui se passe au niveau de la topologie. Donc en fait, on voit notre chart Helm avec un stateful set pour MariaDB et le déploiement de config WordPress. Alors, je regarde juste un petit peu. Juste je regarde. J'ai un PVC qui a du mal à se déployer. Je vais regarder pourquoi. C'est des PVC, c'est la partie storage. Donc, ils sont pending. Ils attendent un consumer. Ok. Donc là, on va revenir ici. On va le laisser se déployer. Pourquoi? Ok. Donc là, c'est juste une ligne de commande qui n'était pas bonne à cause justement des run as user, des restrictions. Je vais juste le changer rapidement. On va dire supprimer la release Helm. Donc ça c'est pratique parce que je désinstalle tout d'un coup et je vais changer run as user pour quelque chose qui va accepter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un Helm qui est absolument pas prévu pour fonctionner sur OpenShift. Donc, voilà, c'était pour montrer. Voilà, donc mon Helm maintenant, il est déployé. Voilà, donc là je vois que mon stateful set, il est pending, le conteneur va se créer. Voilà. Donc on reviendra dessus, on va laisser faire, puis je vais quand même passer à la suite. Voilà. Donc pour la suite, en fait, je vais vous montrer comment est-ce qu'on déploie une toute simple application Spring Boot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris, je vais sur Spring Boot Initializer, j'ai pris une application Java et puis on va la déployer en utilisant les fonctionnalités PASS d'OpenShift et voilà, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez mon écran. J'ai mon application de démo. Donc, si je la lance en local, normalement, je vais run. On va la tester en local pour voir si elle fonctionne. Donc, si je vais sur mon localhost, je devrais avoir mon appli
qui démarre. Ici, on peut l'acheter avec Page. Très bien. Donc maintenant, tout simplement, ce que je veux, c'est la déployer sur mon cluster. Voilà. Donc là, je vais utiliser la commande new app. Voilà. Je vais lui dire d'aller regarder dans le répertoire principal et je vais utiliser ce qu'on appelle une image stream Java et puis je vais lui donner le nom stream. Voilà. Donc là, à partir de là, il a dû créer tout ce qu'il faut dans OpenShift pour pouvoir avoir mon application. Donc, j'ai un deployment. Normalement, j'ai un deployment, j'ai un service, j'ai un build, j'ai voilà, tout ce qu'il faut, on va dire, pour contenir mon appli. Là, pour l'instant, l'appli, elle n'est pas déployée parce que on l'a pas buildé. On n'a pas lancé le build qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Donc, je vais lancer le build. C'est simplement start build ou from dire. Donc là, simplement le client, il prend toutes les sources qu'il a dans le répertoire et il envoie ça à OpenShift qui va finalement se débrouiller. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un build qui va être en cours. Donc celui-là, il est running. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et donc là, il a détecté en fait que c'était du Maven. Et donc, il va compiler l'application et construire le conteneur qui va permettre de faire tourner le tout. Voilà, ça push. Et automatiquement, le déploiement de config va venir se scaler et va démarrer. Donc là, j'ai mon conteneur qui démarre avec Spring. Et donc, si je veux y accéder depuis l'extérieur, là, en fait, mon conteneur tourne dans OpenShift. J'ai un service donc Cube qui tourne derrière. Par contre, il n'est pas exposé à l'extérieur. Donc là, pour pouvoir l'exposer, c'est simple, c'est OC expose service, le nom du service. Et donc là, il va venir créer ce qu'on appelle une route dans OpenShift qui va venir exposer mon service Spring. Donc une route, c'est un peu comme un ingress dans le monde Kubernetes. Voilà, donc là, mon appli Spring, je vois que directement, je peux ouvrir une URL et hop, voilà, j'ai ma petite appli qui fonctionne. Si jamais je le modifie, je vais modifier mon appli, puis on va la redéployer très rapidement. Donc typiquement, je vais aller modifier le fichier d'index. Je vais modifier dans main ressource statique index. On va mettre modeste à la place. Là, tout simplement, voilà, je viens rebuilder l'appli, puis on va voir ce qu'il fait. Donc automatiquement, en fait, il va venir reconstruire l'application. Il va venir mettre à jour l'image Docker et redéployer automatiquement. Voilà, donc là, j'ai un build qui est en cours, vous voyez ici. Et donc, dès que le build sera terminé, il va venir faire un redéploiement, bien sûr en mode sans coupure de service. Là, le build est en train de tourner. Alors, je vous montre en parallèle qu'on peut très bien utiliser d'autres technos pour ça. J'ai une petite techno, j'ai un petit projet PHP dans lequel, dans mon index.php, j'ai un PHP info, simplement. Donc, si je veux le déployer, je fais pareil, new app. Là, je crois que j'ai pas besoin de mettre d'image string.
Et donc là, il m'a créé une nouvelle appli PHP. Je vais la valider pareil. PHP, il n'y a pas compliqué. Ça va aller. Celui-là, il est en ligne. Alors, les vidéos guides. Il vient ensuite stocker l'image Docker dans sa registrie interne et il va démarrer. Là, on va voir, normalement, ça s'affiche se finir. Si je clique là-dessus, on peut finir. Donc, l'appli PHP, elle va partir. Pareil, on va l'exposer. Donc là, le conteneur est parti. Voilà, j'ai mon PHP qui démarre. Voilà. Alors, pour vous montrer, alors je vais revenir un petit peu en mode partage uniquement d'un onglet, ce sera plus simple. Alors, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, ça repose sur un mécanisme qui s'appelle S2I, qui s'appelle Source to Image, qui est vraiment un peu une spécificité d'OpenShift. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour Kubernetes, pour faire vous-même les images. Voilà, donc ça part effectivement d'images de builder. Il y en a plusieurs qui sont fournies par OpenShift, une pour PHP, une pour Java, une pour Python, pas mal, qui sont prêtes à l'emploi. Et voilà. Ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des images de base qui sont exactement les mêmes sur tous vos projets, sur toutes les technos qui sont, on va dire, tamponnées par Red Hat, avec un niveau de sécurité tout à fait satisfaisant. Voilà. Alors, dernière étape. Alors, je sais pas si on verra là si on a le temps. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment, donc sur la partie plutôt Ops, qu'est-ce que vous apporte OpenShift sur la partie élastique. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'avoir un cluster qui sait s'adapter à. Alors, est-ce que j'ai toujours bien le micro? On va mettre la caméra aussi, pas mal. Voilà, donc le but du jeu, bien sûr, c'est d'avoir le bon nombre de ressources AWS par rapport à ce que vous avez à faire tourner, hein, quelque chose qui sait s'adapter tout seul. Donc voilà, donc le OpenShift met à disposition plusieurs ressources, on va dire Kubernetes. D'abord, ce qu'on appelle le cluster autoscaler, qui permet de gérer la politique de scaling au niveau global, hein, le max total de nœuds, plusieurs choses, la manière dont il va scaler down, voilà, enfin, toutes les règles du timing pour le scale up, le scale down. Et ensuite, il va piloter ce qu'on appelle des machine autoscalers. Donc, il y en a un normalement par availability zone. Et ces machine autoscalers vont eux-mêmes piloter des machine sets. Et chacune des machine sets va venir provisionner ou déprovisionner des workers. Donc, démo de ça. Pareil, je vous partage. Rebonjour. Donc ça c'est cette démo où je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir scaler nos applications et aussi scaler le cluster qui les fait fonctionner.
grâce aux fonctionnalités d'OpenShift. Donc tout d'abord, on va s'occuper un petit peu du scale du cluster. Donc on va passer en vue administrateur et puis en fait on va venir créer un objet qu'on appelle le cluster autoscaler. Par défaut il n'existe pas. Donc ici on clique ici et on vient le créer. Donc là je l'ai déjà créé tout à l'heure, on est un peu plus vite. Et donc c'est là qu'on va venir lui mettre des règles globales sur le scaling, sur comment est-ce qu'il scale. Notamment, c'est là où on va pouvoir lui dire combien de nodes en tout tu vas pouvoir scaler, quelles sont les règles de timing entre le scale up et le scale down. Voilà. Donc là simplement, je lui ai juste dit, ok, on va activer le scale down sur ce cluster. On va lui permettre d'enlever des nœuds à la volée. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on va créer ce qu'on appelle des machines autoscaler. Donc un machine autoscaler, il va venir jouer sur vos machine sets dans vos différentes régions, et c'est lui qui va dire bon, ok, j'ai besoin de nœuds en plus, donc je vais en provisionner, je vais modifier le machine set en live pour provisionner les nœuds dont j'ai besoin. Donc là ici j'en ai créé un, il va agir sur le machine set qui est dans la région EU West, dans la zone de disponibilité EU West 1A, et par défaut j'aurai un nœud et au max 4 nœuds. Et donc là je vois qu'ici dans le machine set j'ai effectivement EU West 1A et actuellement le cluster a besoin de 2 workers pour fonctionner. Donc côté application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé une petite application Spring Boot dans notre projet Cloudest, et qui tout simplement, c'est une application Java qui va simuler de la charge CPU. Donc à chaque fois que je vais faire une requête, ça va venir créer un thread qui prend 100% de CPU. Donc sur ce déploiement, j'ai créé tout d'abord des limites de ressources, où là j'ai dit bon bah voilà, pour chaque pod tu vas tu vas faire tu vas avoir besoin d'un minimum 1 cœur de processeur, et puis on va aussi faire une limite, on va dire ben voilà, tu vas pas pouvoir utiliser par contre plus de 2 cœurs. Voilà, donc, au niveau de la CPU. Au niveau, ensuite j'ai rajouté ce qu'on appelle un horizontal pod autoscaler qui a cette tête là. Donc par défaut j'ai un pod au minimum, et je vais lui dire voilà, tu vas pouvoir aller jusqu'à 100 pods, et si jamais l'utilisation d'un CPU d'un pod est à plus de 50%, bah tu pop un nouveau. Donc bah on va faire fonctionner tout ça, puis on va voir comment le cluster réagit. Donc là je vais aller sur la route de mon application, et je vais rajouter des threads, je vais venir créer des threads. Donc chaque thread tourne pendant 100 secondes avec une utilisation CPU sur un cœur égale enfin au max. Voilà, donc là, ok. Donc là, le thread a été lancé. Et là, je viens en lancer beaucoup. Donc on va voir déjà combien de temps ça va prendre pour auto-scaler le pod. Et puis rapidement, on va voir que il va pas y avoir assez de nœuds disponibles pour faire tourner les pods que le horizontal pod autoscaler aura demandé. Voilà. Donc là, tac, l'horizontal pod autoscaler a réagi. Il m'en a directement démarré un deuxième parce qu'il avait la place pour pouvoir le faire. Et puis je vois qu'il y en a un qui est en pending. Donc en fait il ne peut pas. Actuellement, quand je vais aller sur celui-là, il me dit que je n'ai pas assez de nodes disponibles pour le faire tourner. Donc là on voit que j'en ai 2 running et un pending. Donc on va voir
au niveau administration, comment le pod autoscaler fonctionne. Et on va voir, est-ce qu'il a commencé à faire quelque chose. Donc bah oui, on voit directement que mon premier machine set, il était à 2 tout à l'heure, et donc maintenant il est à 3. Voilà. Donc il en veut 2, il en veut 3. Pour l'instant, j'en ai 2 qui sont prêts, et j'en ai 2 qui sont disponibles. Donc là, il est en train de faire quelque chose. Donc, si je vais dans machine, je vois que j'en ai une nouvelle qui vient juste d'être provisionnée. Je vais pouvoir aller voir d'ailleurs sur ma console AWS. Ah, donc là, je vois mes nouveaux nœuds apparaître. Pour l'instant, ils sont not ready. Mais bientôt, ils vont passer en ready et ils vont pouvoir. Là, je vois des pods qui commencent à monter dedans. Ils vont bientôt passer en ready et pouvoir accepter les pods de mon autoscaler. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai 3 pods qui tournent. J'en ai 2 autres parce que j'ai un peu redemandé de la ressource qui sont pending. Du coup, je pense que le machine 7 a dû passer. On est toujours à 3. Ouais, désolé, donc là, sur la vidéo, normalement, on est censé voir les pods qui sont censés, enfin, les notes qui sont censées se downscaler. Ok. Donc une fois qu'ils sont plus utilisés. Écoutez, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, d'avoir un panel de ce qu'on pouvait faire, en tout cas, sur un cluster OpenShift, on va dire, par rapport à Kubernetes. Alors je crois que je vais laisser la main. Est-ce qu'il y a je sais pas trop comment ça fonctionne pour les questions, Michael.